Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Pape Toufle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un guide sur comment je crée un deck, comment créer un deck de manière générale. Petite précision, ça va être, je n'ai pas de liste, d'accord, je n'ai pas de guide, je n'ai pas de feuille qui me dicte exactement ce que je dois dire, etc. Donc ça va être un peu peut-être déconstruit, néanmoins je pense que ça va rester intéressant. Je vais vous expliquer à peu près à quoi je pense quand je crée un deck, pourquoi je pense ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention quand vous créez un deck, etc. Et je vais appuyer en fait tout ce que je dis via du concret, donc via le deck mono noir, le deck tempo Azorius que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Si vous n'avez pas été voir ces vidéos-là, vous pouvez très bien les voir après cette vidéo, après ce guide. Ça sera d'autant plus intéressant parce que vous saurez un petit peu, voilà, vous aurez les informations du guide plus les informations du deck en lui-même, ce qui sera du coup intéressant. Et si vous avez déjà vu et que vous avez en plus de ça déjà mis un pouce bleu et commenté, vous êtes vraiment des kings et des queens évidemment. Incroyable, vous êtes incroyables. Toutes celles et ceux qui mettent des pouces bleus, qui partagent, qui commentent, vraiment, vous êtes vraiment les boss. Et bien sûr, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu sur celle-ci, ça m'aiderait énormément, le partage, les commentaires, tout ça, tout ça. Bien, alors, première chose qu'il faut savoir. Vraiment, ça c'est la première chose. Quand vous faites un deck, il n'est pas obligé d'être un deck méta. Spoiler alert, incroyable. Ce n'est pas obligé d'être un deck méta. Ça dépend votre définition de ce qu'est Magic, ce que devrait être Magic, et ça c'est propre à chacun. Si quelqu'un veut jouer ultra compétitif tout le temps, alors là d'accord, c'est pertinent, sinon ça ne l'est pas. En revanche, ce n'est pas parce que vous ne jouez pas méta les decks méta que vous ne devez pas connaître la méta. Et ouais. Alors, précision, qu'est-ce que c'est que la méta? Ce sont un groupe de decks qui sont au top, en fait, en gros, et qui vraiment, ils sont tout en haut, et ce sont les decks les plus compétitifs, en gros, d'accord? Aujourd'hui où je fais cette vidéo, il y a Esper Control, Simic Ramp, Nexus en BO3, il y a Mono Rouge, je sais plus exactement où il en est le Mono Blanc, je sais pas si c'est le vampire qui a pris sa place, donc j'ai pas envie de dire des bêtises, mais à une époque en tout cas, il y avait Mono Blanc, Splash Bleu, il y avait le tempo bleu revient vachement, il y a le Naya Feather, il y a plein de decks, d'accord, qui sont vraiment au top et qui constituent une sorte de feuille caillou ciseau géant. On va appeler ça comme ça, d'accord. Ce deck-là bat celui-là, qui bat celui-là, qui bat celui-là, qui bat celui-là, qui rebat celui-là, etc., etc. D'accord. C'est à peu près assez imagé, assez simplifié, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Quand vous allez créer un deck, vous regardez la méta. Déjà, pour vos connaissances, pour savoir à peu près comment jouer, mais surtout pour vous dire, ok, où est-ce que mon deck se place parmi ce feuille caillou ciseau géant? C'est très important. Quand vous créez un deck, vous dites, ok, moi j'ai envie de battre ce type de deck-là. Il se fera péter par ce type de deck-là, mais celui-là, je le bats. Donc si je le croise en compétitif, je le bats. Voilà. C'est comme ça qu'il faut penser. Où se place votre deck? Et où est-ce que vous voulez que se place votre deck? Un deck ne pourra jamais tout battre. D'accord? Ça sert à rien de penser comme ça. Jamais. Jamais, au grand jamais, un deck peut tout battre. Il a des forces, il a des faiblesses. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, si vous faites péter de manière constante face à un type de deck particulier, mais que vous pétez de manière constante un autre type, c'est que votre deck n'est pas si mal. D'accord? Vous pouvez affiner ensuite vos decks pour, en tout cas grâce à la réserve, donc à la réserve, de réduire l'écart face à votre match-up qui est compliqué. Ça peut le faire aussi. D'accord? Première chose. Deuxième chose, je vais mettre l'accent là-dessus, il ne faut pas avoir peur des erreurs. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des decks, de voir qu'ils ne fonctionnent pas. Il ne faut pas systématiquement tomber dans le copier-coller. Il ne faut pas forcément aller sur MTG Goldfish, copier un deck et le jouer. Parce que non seulement vous n'allez rien apprendre, mais en plus de ça, ça enlève la saveur du jeu Magic, qui est pour moi la construction du deck. Vraiment genre, oh ça fonctionne, c'est ouf, c'est trop bien. La fierté que vous avez quand vous faites ça, c'est ouf.
Et aussi, quand vous copiez un deck et que vous êtes surtout débutant, hein, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a des cartes. Pourquoi il y a cette carte-là? Pourquoi ils ont mis ça? Ça sert à quoi ça? C'est nul. Et en fait, il y a une réflexion derrière, évidemment, mais vous n'allez pas forcément la comprendre. Vous n'allez pas kiffer jouer du copier-coller. Quand je vois autant de mono rouge jouer, je comprends pas, par exemple. D'accord? C'est pas pour critiquer forcément les joueurs de mono rouge, même si je trouve que vous êtes sacrément teubés. Mais pourquoi? Pourquoi? Que vous ayez en compétitif, ok, c'est un deck qui est rapide, c'est un deck qui, voilà, vous pouvez faire 20 matchs, sur ces 20 matchs vous avez peut-être perdu 10 matchs, mais vous en avez gagné 10, tandis que si vous jouez contrôle, vous avez pu faire 3 matchs, et vous en avez gagné 2. Donc forcément, c'est plus worse de jouer très aggro, très rapide, quand vous voulez monter très vite. Mais quand j'en vois autant en partie rapide, moi je comprends pas. C'est quoi le... Pourquoi? Enfin bref, peu importe. Ou bien en limité, là, en construit limité, le truc où vous payez, vous faites l'événement bizarre, là. Vraiment, je comprends pas. Enfin bref, peu importe. Ne copiez pas, sans réfléchir, des decks que vous ne connaissez pas. D'accord? Si vous n'avez pas d'explication, YouTube, Twitch, ce que vous voulez, de vos streamers préférés, ne copiez pas systématiquement les choses. Comprenez, questionnez, testez. D'accord? Important. C'est cette musique tristoun incroyable. Donc j'ai dit, prendre connaissance de la méta. N'ayez pas peur de l'erreur. Troisième chose, il faut bien comprendre qu'il y aura probablement des compromis. Vous ne pourrez pas systématiquement mettre toutes les cartes que vous voudriez dans votre deck. Exemple, vous jouez zombie, vous mettez que des créatures zombies, ça ne marchera jamais. D'accord? Vous avez certes fait un deck tribal zombie, félicitations, c'est une bonne étape. Mais ça va jamais fonctionner. D'accord? Il va falloir faire des compromis en mode, ok, je vais enlever ces cartes-là pour prendre de la pioche. Je vais enlever ces cartes-là pour avoir des trucs un peu plus contrôle, donc de la gestion de board. Je vais enlever ces trucs-là pour... Voilà. Et ensuite, vous allez vraiment équilibrer votre deck, faire des compromis, parce que peut-être il y a des cartes que vous ne voudriez pas avoir au début, mais que finalement, vous avez décidé de mettre parce que c'était nécessaire. D'accord? Ok. Maintenant, concrètement, comment j'ai fait ce deck mono noir? À quoi j'ai pensé? Où est-ce que je le plaçais? Etc. Il faut savoir que ce deck part d'une erreur. Dans le sens où je voulais faire un deck horreur, démon et cauchemar à base de cette carte-là précisément. Et puis, je commençais à mettre des démons, des horreurs, des machins. J'ai fait des tests et je voyais que ça allait pas le faire. Ça allait vraiment pas le faire. C'était trop gourmand, greedy comme on dit. D'accord? C'était vraiment, il y avait trop de trucs où j'avais envie de jouer ces cartes-là, mais qui n'étaient pas pertinentes en tant que telles. D'accord? Il n'y avait pas vraiment des sens. Il n'y avait rien derrière. Donc ça fonctionnait pas. Et c'était normal. Du coup, je me suis dit, on va enlever le package démon. D'autant plus qu'en mono noir, certes, il y a des démons, mais il faut vraiment avoir une stratégie bien particulière et bien greedy, je trouve. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc juste ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? C'est un drop 4, 3-3, créature, qui, à chaque fois que vous jouez un marais, va faire au choix, vous piochez une carte et vous perdez un PV, ou vous mettez 2 de dégâts n'importe où et vous gagnez 2 PV. Qu'est-ce que ça veut dire? Explicitement, concrètement, c'est-à-dire que vous devez jouer mono noir pour avoir full value de cette carte-là. D'accord? Si vous jouez cette carte-là dans un deck tricolore, il est évident que vous n'allez pas jouer beaucoup de marais. Si vous ne jouez pas beaucoup de marais, cette carte-là n'a aucune pertinence. Donc il faut jouer cette carte dans un build qui lui permet justement de briller. Un deck mono noir fait partie de cette réflexion. Il faut jouer mono noir pour jouer cette carte-là, ou en tout cas, pour avoir le maximum de value sur cette carte-là. Vous pouvez essayer de jouer cette carte dans un deck bicolore, ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas systématiquement. Moi, je voulais qu'elle fonctionne systématiquement. Ok. Mais maintenant, vu que c'est une créature, et c'est un drop 4 qui arrive quand même assez tardivement, on joue mono noir, donc il n'y a pas de rampe, il n'y a pas d'accélération de mana, donc comment faire? Donc, à mon sens, il fallait pouvoir protéger
le moment où cette carte allait venir en jeu. Et comment faire pour protéger ce moment, enfin protéger cette carte-là? Il me fallait un package discard. Un package qui vous permettait d'appauvrir la main de l'adversaire. D'où les contraintes, les rats cambrioleurs, les guetteurs et d'Avriel. Ce package-là fait que les decks qui sont supposés détruire assez facilement la présence effroyable auront un peu plus de peine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'arriveront pas, ça veut juste dire qu'ils auront un peu plus de peine. Puisque vous allez enlever les réponses, les ressources dans les mains de l'adversaire. Et il arrivait assez fréquemment à ce que l'adversaire n'ait plus aucune carte dans sa main et qu'il était obligé de top deck. Donc c'est vraiment la première carte qu'il pioche allait définir si oui ou non il allait pouvoir faire quelque chose ou pas. Intéressant. Autre chose, j'avais un package qui permet de détruire des créatures. Donc typiquement, mon adversaire il joue F de la Novar. Il joue des trucs comme ça qui permettent de ramper, d'accélérer, ou bien juste des créatures qui peuvent être assez pénibles avec le contact mortel ou je ne sais quoi. Package, contrôle de créatures via défiguration, homicide, rituel de suie, chupacabra, massacreuse. Là j'ai vraiment un gros kit de destruction de créatures. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à ce que la présence effroyable puisse faire des choses. Et si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu que cette présence effroyable peut faire des choses. Vraiment, elle vous fait grimper de l'abysse jusqu'à l'Himalaya. Maintenant, c'était pas tout. Parce que cette carte-là peut vous faire piocher si vous avez un marais. Mais si vous n'avez pas de marais, comment vous piochez? C'est compliqué. Ça devient vite compliqué. Il vous fallait encore d'autres choses qui vous permettaient de piocher. Donc, j'ai choisi de mettre aussi le faucheur de minuit, qui, à chaque fois qu'une créature meurt, vous fait piocher une carte, et la Liliana. Pareil, ça peut vous faire piocher des cartes quand une créature meurt. J'avais à l'époque imaginé Ugin, avec elle qui semble être atteinte de trisomie 21, mais Ugin permet de piocher, de mettre une créature de 2, et quand cette créature meurt ou est exilée, etc., vous piochez la carte, et le -3 permet de détruire quelque chose. Seulement, je trouvais qu'Ugin n'était pas une win condition suffisante, tandis que Liliana, vous faites le -9, votre adversaire part. Il ne peut rien faire. D'accord? Donc c'est une win condition supplémentaire. Donc voilà à quoi j'ai pensé. Maintenant, qu'est-ce qui bat ce deck? Ce deck, qu'est-ce qui bat? Bah, il bat tous les decks qui sont composés de créatures, tous les decks qui veulent ramper assez rapidement, tous les decks qui prennent un peu leur temps pour faire des trucs. Ils battent tous ces decks-là, en fait. Mono rouge, ça peut le faire. Ça peut même sacrément le faire, je vais vous dire, pour être honnête avec vous, sauf s'il a sorti de Dieu. Mais sinon, ça peut le faire. Là où c'est plus compliqué, ça peut être un match-up Dimir, Discard, Esper Control, Dimir, Control dans certains cas, mais sinon, ça se bat contre plutôt tout. Nexus, c'est compliqué. Si vous jouez en BO3, Nexus, ça va être le pire match-up que vous pourrez croiser, je pense. Donc voilà. J'ai mis aussi la zone de déflagration, je ne l'ai pas mentionné, mais je le dis maintenant. Ça permet aussi d'avoir un petit set contrôle où voilà, vous avez un Planeswalker que vous ne pouvez pas gérer instantanément et le détruire. Voilà. Maintenant, oui, vous voyez que j'ai rien contre les Planeswalkers. Ça va dépendre aussi de ce que vous croisez. Si vous croisez beaucoup de decks avec des Planeswalkers et peu avec des jetons, vous enlevez Rituel de Suie et vous mettez Mépris Vraska ou le sort ancestral, ce que vous voulez. Il y a clairement moyen de tweaker le deck pour justement vous adapter à ce que vous croisez en face. Il faut toujours vous adapter à ce que vous croisez en face. Voilà pour ce deck-là, d'accord? Il y a vraiment... Encore une fois, où est-ce que je le plaçais à ce moment-là? Je le place très fort contre les decks agressifs, midrange, un peu moins contre les decks contrôle, mais ça peut le faire via le package discard. D'accord? Ça a commencé par tourner autour d'elle. Je pense avoir bien réussi. Pour finalement avoir vraiment un deck qui est solide. Il est solide le deck, franchement, il est vraiment solide, il est vraiment cool. Vous pouvez le tester. Peut-être l'améliorer.
le réadapter. Peut-être même faire un deck bicolore. Je ne sais pas. Il y a clairement moyen de toujours perfectionner des choses. Ça, c'est sûr. Si on regarde les trois règles, je l'ai placé dans un feuille caillou ciseau. Il se fait battre par le ciseau. Il bat la pierre. Voilà. C'est la feuille. Comme ça. 2. J'ai fait le deck moi-même. Je n'ai pas été copié, ce deck. D'accord? Je l'ai fait moi-même. Maintenant, évidemment, il y a déjà des gens qui ont pensé à faire ce genre de deck. Il y a déjà des gens même qui jouent ce genre de deck. Mais je n'ai pas été voir le deck. Je n'ai pas copié la liste. Je l'ai fait moi-même. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est assez paradoxal, bien sûr, de vous dire ça, étant donné que je vous dis « Essayez mes decks !» Je vous donne des explications. Vous pouvez essayer. Vous pouvez les tester. Vous pouvez les remodifier, etc. N'hésitez pas, si vous avez modifié ce deck, à me l'envoyer sur le Discord. Dire, tu vois, ce deck-là, j'ai trouvé qu'en faisant plutôt ça et ça marchait mieux, regarde, nanana. Je suis super content quand les gens ils font ça. De manière générale, je suis trop content. Donc voilà. Et la troisième règle, je me rappelle déjà plus ce que c'était, mais je suis sûr que ça va très bien. Je me rappelle plus ce que c'était la troisième règle que j'ai établie. Bref, maintenant regardons le deck Azorius Tempo que je vous ai proposé. Pareil, vous pourrez voir la vidéo qui est très intéressante, je vous recommande. Je voulais faire un deck qui tourne autour d'une double synergie. La première étant Bounce, donc la stratégie Bounce qui est de renvoyer un permanent dans la main de votre adversaire. J'ai commencé à mettre toutes les cartes qui renvoyaient les permanents. Et je ferai le tri après. L'autre stratégie était de jouer avec l'aigle empyrien qui rend toutes vos créatures avec le vol +1/+1. Qui donne à toutes les créatures avec le vol +1/+1, sauf elle. Je me suis dit, ce serait super de pouvoir combiner les deux. Seulement, en voulant combiner les deux, il va falloir faire des sacrifices. D'accord? Il va falloir faire des compromis. Genre, mais j'aimerais vraiment mettre ça, mais je peux pas, sinon je peux pas mettre ça, donc qu'est-ce que je fais? Là aussi, c'est une histoire de test. Alors, j'ai commencé à mettre des créatures avec le vol, et pareil, j'ai commencé à faire un tri. Et finalement, j'ai eu ce build-là. Dracon Ceruléen, c'est une créature avec le vol. C'est une créature qui a la protection contre le rouge, et je vous jure qu'elle met en PLS plus d'un deck qui joue du rouge. Naya Feather, Mono Rouge, c'est tous des trucs, enfin surtout ces deux decks-là, vraiment c'est compliqué, on peut rien faire. C'est horrible. Horrible cette carte, je l'adore. Et vous pouvez, en plus de ça, sacrifier ce dracon pour contrecarrer un sort qui vous cible. Thought Erasure, je sacrifie mon dracon, je contre ton Thought Erasure. Ça peut être très intéressant. Maintenant, le package clin d'œil, package bounce, j'ai le clin d'œil, il est où? Clin d'œil qui est très intéressant puisque c'est un éphémère et vous pouvez le kicker. Ce qui fait que si vous payez 2 manas supplémentaires, vous renvoyez un permanent non terrain et en plus de ça, vous piochez une carte. Donc vous avez en plus le card advantage. Dans Magic, pour moi, avoir le card advantage et piocher, c'est Dieu en fait. Tu vois? C'est genre. C'est normal. Avoir plein de cartes, c'est avoir des ressources. Avoir des ressources, c'est avoir des réponses. Avoir des réponses, c'est gagné. C'est comme ça. Regier inhumain, pareil, très intéressant puisque ça bounce, mais en rituel. Et en plus, ça amasse 1. Et ce que j'aime avec ces deux cartes, c'est que ça peut renvoyer n'importe quel type de permanent non terrain. C'est pourquoi j'ai gardé ça et pas une carte comme Désinvocation, par exemple, qui coûte 1 mana de moins, qui a un éphémère, mais qui ne peut renvoyer qu'une créature et pas un permanent. C'est pour ça que je ne les ai pas laissés. Je l'ai dit, donc l'aigle qui permettait de mettre des créatures volantes. On va finir avec les créatures volantes, donc j'en parle après. J'ai mis Teferi. Je joue Azorius. Évidemment que je vais jouer Teferi. Je joue Azorius Tempo. Évidemment que je vais jouer Teferi. Je n'aime pas cette carte. Si vous avez regardé les cartes, la vidéo sur les 5 cartes les plus fortes de la méta, elle figure parmi les premières. Évidemment que je vais mettre cette carte-là. C'est stupide de ma part de ne pas la mettre, même si je ne l'aime pas. D'accord?
ça fait du tempo, ça permet d'empêcher mes adversaires d'utiliser les contre-sorts, ça permet de renvoyer des trucs et de piocher une carte. C'est trop fort Teferi, je ne peux pas ne pas le mettre, évidemment. D'accord, donc on met Teferi. J'ai mis Linley de Prescience, si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais mis 4. Mais évidemment, je le rappelle, compromis, sacrifice, pertinence, du coup je n'en ai mis que 2. Mais 2 suffisent, d'accord? Parce que ce n'est pas obligatoire, par contre quand vous l'avez, ça vous donne un réel avantage. Parce que tout a le flash, tout. Planeswalker, créature, sort, tout a le flash. Et c'est génial, j'adore ça. Ça vous met ultra bien dans la game. Maintenant, package vol. Donc j'ai parlé du Dracon, j'ai l'Aigle Empyréen qui figurait parmi le noyau autour duquel je voulais créer ce deck. Garde Mage d'élite, évidemment que vous allez jouer cette carte, elle a le vol, vous piochez une carte, vous gagnez 3 PV, évidemment. Dévoreur de rêve, ça renvoie un permanent, vous surveillez 4, et là le flash, il a le vol, évidemment que vous allez jouer cette carte. Sephara, bien sûr vous allez jouer cette carte, hein, c'est un petit peu la cerise. Vous engagez 4 créatures avec le vol, vous payez 1 blanc et vous avez un ange 7/7 vol lien de vie qui rend toutes vos créatures avec le vol indestructibles. Bien sûr, vous allez jouer cette carte. D'autant plus que vous avez Devine qui met le -1 à chaque fois une créature 1/1 avec le vol, donc ça va très très vite. J'ai pas pu, je crois, le montrer dans la vidéo Sephara, mais ça va très très vite. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, écrit Ailé qui coûte 1 de moins si vous avez créature avec le vol. Comme vous aurez une créature avec le vol, vous allez piocher 2 cartes pour 2, et c'est trop fort. J'ai rajouté par après ce, comment on appelle, ce tri, voilà, je trouvais pas le mot, c'était compliqué. Ça allait vite être très gênant. Donc après ce tri, j'ai rajouté quand même la désinfection temporelle, donc après même les tests, parce que je remarquais que si l'adversaire arrivait trop facilement à mettre des trucs rapidement sur le board, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Du coup, la désinfection temporelle, elle figurait parmi une option vraiment ultra pertinente, contextualisée et importante. Pareil pour Blâme du Fleuve, je ne l'avais pas mise, je l'avais enlevé du tri, en me disant ça coûte trop cher, et puis j'ai assez de bounce, et puis tatata. Finalement, pareil, vous avez un moyen... Vous avez, voilà... Votre adversaire a réussi à piocher beaucoup de cartes pour tout d'un coup, à jouer plein de trucs, vous êtes un peu dans la merde, Blâme du Fleuve va faire que il perd tout son mana. Il a utilisé tout son mana pour rien, parce que vous allez tout renvoyer dans sa main. Et du coup, rebelote, il est super lent de nouveau, et c'est super chiant pour lui et tout. Excellente carte. Excellente carte. On aurait pu imaginer des cartes comme manipulation de masse ou je ne sais quoi, mais c'était pas la stratégie. Ça aurait été greedy, donc ça n'aurait pas été la stratégie. Et du coup, où se place un deck comme celui-ci? Pareil, ça se place au top face à des Naya Feather, face à des monos rouges, face à des monos blancs, face à des monos bleus, ça peut être compliqué, mais ça peut le faire. Face à des decks comme ceux-ci qui ont besoin véritablement de bien jouer des trucs, de jouer des créatures, et que cette créature me permet de jouer celle-ci, etc. Contre des rampes, c'est incroyable. Vous bouncez le ramp, il doit obligé de le rejouer, il peut pas tout de suite l'engager pour ramper, vous le rebouncez, enfin, c'est démesurément stupide. Et voilà, j'ai eu beaucoup de rage quit contre ce deck-là, puisque forcément, bounce, c'est pas très agréable à jouer contre. Moi, j'adore, parce que je suis une petite catin. Bien joué. Bien joué. Donc, voilà où se place ce deck-là, et évidemment, contre Esper Control, c'est bien plus compliqué à gagner. Mais, je le répète, il n'est pas censé battre Esper Control, d'autant plus que je ne le croise pas souvent, en ce moment, surtout en BO1. C'est pourquoi je joue en BO1 aussi. J'ai des decks anti-Esper que je vous présenterai probablement un de ces 4, mais pour l'instant, voilà, je n'avais pas envie. Dans la réserve, elle est anecdotique, puisque j'ai mis un peu les cartes qui me semblaient importantes à mettre au cas où je jouerai en BO3, mais elle n'a pas été encore véritablement affinée, pensée, repensée, ce que vous voulez. Du coup, je n'en parlerai pas pour la réserve pour le moment. Voilà. Donc tout dépend aussi de si vous voulez jouer en BO1, BO3, ça change, d'accord. La réserve va vous permettre de justement faire diminuer l'écart que vous avez contre vos mauvais match-up, voilà, via des cartes supplémentaires. Je ne l'ai pas dit, ça me semblait évident, mais maintenant je le vois. Dans votre deck, vous pouvez mettre plus de 64 cartes, ne le faites pas. D'accord? C'est mathématique.
Ne faites pas cette erreur. Vous avez 60 cartes et un point c'est tout. Je ne vais pas parler aussi de la mana base, mais certains decks certains decks vont nécessiter avoir 26 terrains, alors que le jeu de base vous en propose 24. C'est-à-dire que vous devez enlever 2 cartes supplémentaires pour 2 terrains. Ah, quelle horrible sensation, n'est-ce pas? Mais vous devrez le faire. Surtout dans des decks contrôle. Moi, dans mon mono noir, par exemple, j'ai 25 terrains. Parce que je voulais rajouter ce Blast Zone supplémentaire. Qui me semblait nécessaire. Donc j'ai enlevé une carte pour ce Blast Zone. J'ai d'ailleurs enlevé un démon que j'aimais beaucoup. J'adore jouer ce démon, mais ça me semblait nécessaire d'avoir ce Blast Zone. Dans celui-là, je crois que j'ai 24 terrains, si je dis pas de conneries. Voilà, j'en ai 24, mais on peut imaginer en avoir 25. Je ne sais pas quoi cutter. Peut-être un Teferi, MDR, peut-être un rejet inhumain pour un 5e terrain. Mais je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez considérer mettre des terrains supplémentaires, évidemment. Si sur 10 matchs, vous faites 8 fois Mana Screw, ce n'est pas forcément de la malchance. Il peut y en avoir, mais c'est pas forcément ça. D'accord? Quand vous perdez une game, il faut bien l'analyser. Oui, vous pouvez la perdre sur la malchance, mais n'y a-t-il pas eu plus que de la malchance? N'y a-t-il pas eu une mauvaise gestion de vos ressources? Ça, c'est possible. Parce qu'une erreur sur le tour 3 peut, par exemple, vous pénaliser au tour 5. Et du coup, vous ne pensez pas forcément que vous avez fait une erreur en tour 3. Mais c'est possible. Donc, il faut bien rétrospectivement analyser vos parties, vos erreurs, etc. Car c'est en faisant ceci que vous allez vous améliorer en tant que joueur. Très important. Dans mes vidéos, j'aime beaucoup rager. La majorité du temps, c'est du théâtre. J'aime beaucoup faire semblant de... voilà, parce que ça peut m'irriter un peu, mais je fais exprès pour que ce soit rigolo. Ça m'arrive évidemment de rager en vrai. Hein. Je me rappelle d'un live où c'était compliqué, où j'ai vraiment la fatigue, tout ça, mais j'étais vraiment pas bien. C'était de la vraie rage. Mais sinon, globalement, essayez de rester calme. Analysez vos erreurs. Tout va bien se passer. Ok? Top! J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un minimum aiguillé, un tout petit peu pour vous permettre, en fait, de faire des decks importants. Je répète, regardez la méta, où se place votre deck parmi la méta. Ne copiez pas systématiquement des decks méta, vous n'allez pas comprendre comment ils fonctionnent, vous n'allez pas savoir véritablement les jouer. D'accord? Faites vos decks. Essayez. Ou alors, améliorez des decks qui ne sont pas forcément méta, comme ceux-ci que je peux vous présenter. Essayez-les. Améliorez-les, mettez vraiment votre personnalité dans ces decks-là. Et troisième, laissez-vous le droit à l'erreur, au test et à l'erreur. C'est important. 3 trucs très importants pour moi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Commentez, partagez, vraiment, des gens que vous connaissez qui veulent se mettre à Magic, qui ne sont pas trop chauds, partagez-leur ces vidéos-là. C'est possible de ne pas jouer méta, d'accord? C'est possible. Bien qu'il faille la connaître, on n'est pas obligé de jouer des decks systématiquement méta. Voilà. Vous pouvez rejoindre aussi Twitter, Twitch et puis le Discord. Tous les liens sont dans la description. Allez voir les combats qui sont affiliés au deck que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc aux stratégies générales que je vous ai présentées aujourd'hui. Ce sont vraiment des vidéos très très chouettes. Les liens seront aussi dans la description. Cette semaine, il y aura donc normalement un deck Ange que j'ai envie de vous présenter, ainsi qu'un deck que j'avais déjà imaginé il y a longtemps, que j'ai même fait IRL et que j'ai remodifié pour être au goût du jour avec cette sortie Corset M20. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée / soirée des papouilles du parmesan et n'oubliez pas, madame, monsieur, loué soit la sainte pantoufle.